Alors il y a un lien assez fort entre les développements limités et la régularité des fonctions. Ce qui ajoute encore d'autres utilités au développement limité dans la première vidéo qu'on a faite où on en avait trouvé 7, et on a peut-être en fait 9. Par exemple, on peut utiliser un développement limité pour montrer une continuité. Bah ouais, parce que le développement limité permet de trouver la limite. Et en fait, on a cette propriété-là, le fait que f soit continu en A, c'est équivalent au fait que f admet en A un DL à l'ordre 0. Et si c'est le cas, en plus, le DL est donné par f de x égale f de A plus petit o en A de 1. Alors ça, c'est assez sympa parce que si dans un énoncé, on vous dit que f est continu en A, bam, ça vous donne un DL. Et inversement, si on vous demande de montrer qu'une fonction est continue en A, bah, vous pouvez calculer un DL et le montrer ce faisant. Alors, à noter qu'il faut que votre fonction soit définie en A et que A soit dans un intervalle sur lequel f est défini aussi, sinon ça n'a pas trop de sens de regarder la continuité en A. Donc par exemple, si vous voulez montrer qu'une fonction est prolongeable par continuité, il faudra d'abord poser une nouvelle fonction avec la valeur qui vous intéresse en A pour avoir une fonction définie en A et après vous pourrez faire ça. Enfin bref. Donc une autre propriété vachement sympa, c'est la dérivabilité. C'est très utilisé ça. Et on a à peu près le même genre d'équivalence. F est dérivable en A, équivalent au fait que F admet en A un développement limité à l'ordre 1. Et dans ce cas, on a ce développement limité là qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de la tangente. Bah ouais, l'équation de la tangente c'est y égale f de a plus f' de a fois x moins a. Donc par exemple, un DL permet de trouver la tangente aussi. C'est assez sympa. C'est trop cool les développements limités. Alors là, c'est une équivalence. Là, c'est une équivalence. Attention les gens, c'est faux à partir de 2. Il n'y a plus d'équivalence. Par exemple, si vous voulez dire f est deux fois dérivable en a équivalent, bah non, vous pouvez pas. Mais par contre, on a un théorème puissant qui s'appelle la formule de Taylor-Young qui nous dit que si f est de classe Cn sur un intervalle i, alors de classe Cn, ça veut dire que f elle est n fois dérivable et que ses dérivées sont continues, et que a est dans un intervalle, alors si f est de classe Cn, et ben f admet en A un DL à l'ordre n. Donc ça c'est super cool. Fonction de classe Cn, ça veut dire elle a un DL à l'ordre n. Trop cool. À noter que c'est un peu moins puissant que là, parce que là on sait juste que la fonction est dérivable et on en déduit qu'elle a un DL, alors que ce théorème-là demande que la fonction soit de classe C1 pour qu'elle ait un DL. Donc dans ce cas précis, ça c'est plus puissant que ça. Mais le théorème-là, il est trop bien. Enfin bref, donc si votre fonction est Cn, alors remarquez que c'est une implication, pas une équivalence. Alors votre fonction admet un DL à l'ordre n, et en plus le DL est donné par cette formule-là, dans laquelle interviennent les dérivées de la fonction en A, et en gros ça ressemble vachement à la série de l'exponentielle, ou au développement limité de l'exponentielle, hein, sans le pâté là. Voilà, alors là je l'ai écrit avec des points-points, bon c'est un peu pareil, hein. On reconnaît la valeur de f en A, ensuite l'équation de la tangente, puis après c'est de plus en plus précis. Sinon, j'ai oublié de dire dans les vidéos précédentes que quand vous avez un développement limité, eh bien les coefficients ils sont uniques. Et ça c'est utilisé de temps en temps en exercice. Bah, on verra peut-être une application de Taylor-Young pour ça par exemple. Enfin bref, donc là on a les trois propriétés sur les développements limités qui sont utilisées communément dans les épreuves de concours pour régler des problèmes de régularité. Alors, on nous demande tout le temps de montrer qu'une fonction est continue ou dérivable, et puis bah, parfois on a une fonction Cn qui traîne et on a besoin d'avoir une estimation de ça. Alors à noter que au premier semestre, dans certaines filières comme par exemple en ECS, on utilise le fait que quand vous avez une fonction dérivable, et ben, ça veut dire que la limite de son taux d'accroissement tend vers le nombre dérivé. Et ben, ça c'est une manière plus maligne d'utiliser cette propriété-là. Si la fonction est dérivable, au lieu de se taper la limite du taux d'accroissement du nombre dérivé, on peut l'écrire comme ceci, et c'est vachement sympa. Ok, alors peut-être j'ai essayé de trouver deux exos pour essayer d'illustrer le lien entre développement limité et régularité. Alors, dans ce premier exercice-là, on a une fonction donnée par deux morceaux, et on nous demande la régularité, c'est continu, c'est dérivable, blablabla, et ainsi de suite. Bon, c'est un grand classique, hein. C'est un espèce de prolongement par quantité, ce truc-là. Bah, on va essayer de l'attraper avec un DL. Alors, notamment, dans ce genre de fonction, bah, on a une formule ici qui est valable que quand x est différent de 0, bah, on n'a qu'à déjà bosser quand x est différent de 0.
et on a exponentielle de x moins 1 sur x. Mais on sait faire des DL maintenant, donc on peut dire que ça fait, par exemple, ça fait 1 plus x. Alors, je vais vous faire différents raisonnements. Plus petit o de x moins 1 sur x. Et après simplification, vous voyez, le 1 se simplifie avec le moins 1, et ainsi de suite, on trouve 1 plus petit o en 0 de 1. Ah bah bing, c'est assez sympa. Alors, on peut pas immédiatement tout de suite en conclure qu'elle est continue, mais presque. En fait, le développement limité là, je l'ai fait quand x est différent de 0, mais vous pouvez remarquer qu'il est vrai aussi pour x égale 0. Hein, puisqu'en x égale 0, la fonction... Alors, j'aurais pas dû l'écrire comme ça. Je devrais l'écrire comme ça. Voilà. Donc, c'est cette partie-là qui est vraie également pour x égale 0. Bah ouais, en x égale 0, à gauche, ça vaut 1, et à droite, bah, ça va valoir 1 aussi. Et donc, puisque ce développement limité, il est vrai sur tout l'intervalle réel, et que ma fonction admet un développement limité à l'ordre 0, et bah ça prouve que f, elle est continue en 0. Bon, et mine de rien, ça prouve aussi, mais bon, on a fait plus ou moins le même raisonnement en regardant la valeur en 0, que f de 0 vaut 1, et ainsi de suite. Bon, c'est peut-être pas la meilleure façon de procéder, mais bon, pour mon illustration, ça ira. Alors, à noter qu'on aurait pu faire un développement limité un peu plus poussé. Par exemple, j'aurais pu faire un développement limité à l'ordre 2. Qu'est-ce que ça m'apporte? Bah, ça m'apporte que si je le fais à l'ordre 2, il me reste des termes. Et après simplification, je trouve 1 plus x sur 2 plus petit o en 0 de x. Et encore une fois, ce développement limité est vrai aussi. Est vrai aussi en 0. Et ben on a un développement limité à l'ordre 1. Ah bing, ça prouve que f est dérivable en 0. C'est mieux déjà. Ça prouve que f est dérivable en 0. Et alors regardez, ici j'ai f de 0. Et ici, le 1,5 ici. Et ben ça me donne la dérivée en 0. Bah ouais, parce que le développement limité est unique et il est donné par la propriété qu'on a vue. Donc forcément, f' de 0 vaut 1,5. Et donc l'équation de la tangente, ça serait y égale 1 plus x sur 2. Et puis alors, les festivités sont pas finies parce que parfois, on vous demande la position de la fonction par rapport à la tangente. Par exemple, quand on fait une étude de branche infinie, ou parfois c'est une question qui sort de nulle part posée comme ça. Alors j'ai plus trop de place, je vais effacer. Et donc qu'est-ce qu'on pourrait faire si on voulait avoir la position par rapport à la tangente? Soit on suit l'algorithme bourrin qui est donné par le cours, soit on est malin, on utilise les développements limités, genre en faisant un développement limité à l'ordre 3. Bon alors vous commencez à me sentir venir, le moins 1 simplifie, on simplifie tout, il nous reste 1, plus x sur 2 c'est un bout de la tangente, et après il reste un x au carré plus, sur 6 plus un petit o de x au carré. Alors je vais effacer en dessous. Remarquez que ici on a le y de la tangente. Et donc, quand on fait le y de la fonction moins le y de la tangente, et ben en étudiant le signe de ça, on va trouver si on est au-dessus ou en dessous de la tangente. Et donc en faisant passer ça de l'autre côté, on trouve x au carré sur 6 plus petit o en 0 de x2. Ah, faudrait trouver le signe de ça, mais comment on fait? Et ben là, on va factoriser le terme dominant dans la somme. C'est trop cool cette technique. Donc ici, ça nous fait 1. Et ici, ça nous fait plus un petit o de 1, puisque le 1/6, on s'en tape avec les petits o. Ah, j'ai oublié le 0. Ok, mais à quoi ça sert ça? Bah ça sert que le pâté-là, il tend vers 1. Et que le pâté-là, il est strictement positif quand x est différent de 0, genre autour de 0. Moralité, quand vous êtes autour de 0, le pâté-là, il est strictement positif, donc f, elle est au-dessus de la tangente. Donc vous allez avoir une tangente, et votre fonction, elle va être au-dessus, en fait. Donc le développement limité à l'ordre 0 nous a donné la continuité. Le développement limité à l'ordre 1 nous a donné la dérivabilité et la valeur de la dérivée et la tangente. Le développement limité à l'ordre 2 nous donne en plus la position par rapport à la tangente. Vous avez vu, trop cool. Plus on est précis avec le développement limité, plus on chope de renseignements intéressants.
Alors dans le deuxième exo, on nous donne... alors on aurait pu donner l'exo autrement, par exemple, vous voyez, on aurait pu poser g de x égale arctangente de x, et on aurait pu nous demander c'est quoi la dérivée de arctangente de x, la dérivée n plus unième de arctangente de x en 0. Waouh, truc de malade. Et donc, bah, vu qu'il y a un n plus 1 ici, en dérivant une première fois, ça revient à poser f égale ça et à calculer la dérivée nème de f. Donc, bah ouais, on aurait pu poser les exercices soit comme ça, soit comme ça. Oh, mais comment on fait ça? D'habitude, calculer des dérivées énièmes, c'est super chaud. Je veux dire, quand on a des expressions hardcore, c'est chaud. Puis là, ça commence à être un peu compliqué, là, c'est relou, ça. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Eh bah, en maths, de temps en temps, vous voyez, il y a des théorèmes qui sont prévus pour faire certaines choses. Genre, vous prenez la formule de Taylor-Young. Bah, vu comment elle est écrite, la formule de Taylor-Young, vous voyez, si f est de classe Cn, alors on a ce développement limité-là à l'ordre n. On pourrait penser que la formule de Taylor-Young ne sert qu'à trouver un développement limité. Mais en fait, un truc de dingue avec les maths, c'est que parfois un théorème, il peut être retourné dans un autre sens et utilisé d'une autre façon que celle initialement prévue. Un petit peu comme... bah, vous pouvez acheter une voiture et l'utiliser pour vous rendre d'un point A ou à un point B, mais vous pouvez aussi détourner son objectif initial. Et genre, si vous avez de la terre dans votre jardin, alors je vous conseille pas de faire ça, vous pouvez mettre de la terre partout dans votre voiture pour l'utiliser comme une brouette. Alors ouais, c'est naze de faire ça. Mais on peut, voilà. On peut détourner les objets de leur fonction pour lequel ils ont été initialement conçus pour obtenir un autre effet. Et donc le théorème de Taylor-Young sert normalement à déduire d'une régularité un développement limité. Et ben là, on va le détourner pour en déduire les valeurs d'une dérivée. Waouh, trop cool. Bah comment on fait ça? Bah f de x là, on connaît ça, ça a quand même une bonne tête ça si on veut faire un DL. Bah par exemple, il suffit de poser un moins u là, et on va pouvoir dire que ça, alors ça va faire, alors avec u égale moins x2, ça va faire 1, moins x2, plus x4, moins x6, plus x8, moins x10, et ainsi de suite. Alors ça va être un peu relou à écrire avec une somme, je sais pas, peut-être la somme de k égale 0, il y a l'air d'avoir que des termes pairs, donc je mettrais bien un moins 1 puissance k, un x puissance 2k, et puis donc là on fait plus moins avec les termes pairs, et on s'arrête à 2n, donc allez, je vais l'écrire en mode MP comme ça. Voilà, j'ai trouvé un développement limité de cette fonction-là. Et c'est là qu'intervient Taylor-Young, parce que en haut c'est une fonction de classe C infinie, on peut la dériver autant de fois qu'on veut, c'est un polynôme. En bas aussi, on a un quotient de fonction C infinie qui ne s'annule jamais sur R. Et bah ça c'est une fonction qui est de classe C infinie. Si elle est de classe C infinie, elle est de classe Cn. Et donc on peut l'utiliser par Taylor-Young pour en déduire que cette fonction-là admet un développement limité qui est écrit comme ça. Alors je vais peut-être utiliser une autre lettre, peut-être L. Donc on peut aller par exemple, alors là je vais aller jusqu'à 2n, puisque là je vais jusqu'à 2n aussi. Et donc je vais avoir la dérivée Lième de f en 0 sur factoriel de L multiplié par x puissance L plus un petit taux en 0 de x puissance 2n. Et donc là, c'est Taylor-Young qui me dit ça. Bah ouais, ma fonction est de classe C2n puisqu'elle est de classe C infinie. Donc en 0, elle admet un développement limité à l'ordre 2n. Bah ouais, mais les développements limités, les coefficients, ils sont uniques. On a un premier développement limité là et un autre développement limité là. Les deux, ils sont uniques, donc les coefficients sont les mêmes. Et donc du coup... ah ouais, je vais pas écrire là. Allez. Je vais me faire violence et écrire correctement au bon endroit. Bah du coup, ce coefficient-là, il est égal à celui-là. Ça veut donc dire qu'il est égal à 0 si L est impair. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas de terme impair là-dedans. Et si L est pair, alors, je veux dire, on pourrait écrire si L est un 2K plus 1. Et si L est pair, bah L c'est un 2K. Et donc, bah, ce coefficient-là, il sera égal à moins 1 puissance K. Et moralité, il suffit de faire passer le factoriel L de l'autre côté. Allez, ça me démange d'écrire là, je vais le faire. Et du coup, la dérivée Lième de 0, c'est 0 si L impair. Et c'est égal à
moins 1 puissance L sur 2, parce qu'avec L égale 2K, K c'est égal à L sur 2, divisé par factoriel L sur 2. Bing, on a trouvé la dérivée Lm en 0 de cette fonction-là. Puis avouez que la formule est un peu zarbi. Wow, et vous avez vu comment on s'y est pris de manière détournée? On a fait un calcul de DL, on a utilisé Taylor-Young pour trouver un DL, et on a utilisé l'unicité des coefficients du DL pour trouver la dérivée. On a complètement détourné Taylor-Young de son usage initial. Au lieu de l'utiliser pour trouver un DL, on l'a utilisé pour trouver des dérivées. Truc de ouf! Voilà, voilà. Et donc ça fait le charme des mathématiques aussi. Parfois on a des surprises comme ça. Un théorème qu'on a toujours vu d'une certaine façon, bah, tout d'un coup il est utilisé de manière un peu créative dans un exercice d'une manière un peu inattendue. Ok, ok. Et donc on pourrait se demander à quoi sert la formule de Taylor-Young. En fait elle est très utile sur le plan théorique puisque elle sert à dire ah ouais la fonction elle est de classe Cn en A, ah bah elle admet un développement limité en A à l'ordre n. Ça c'est super cool. Le fait que ça donne l'existence d'un développement limité, c'est vachement pratique. Mais donc du coup c'est utilisé dans les exercices un peu théoriques ou pour les raisonnements. Maintenant, pour calculer un développement limité d'une fonction concrète, eh ben, c'est un peu moisi. Prenons le cas par exemple de la fonction exponentielle. C'est facile à dériver la fonction exponentielle, c'est elle-même. Du coup, la dérivée en 0, bah, c'est toujours 1. Et donc, si on applique Taylor-Young à la fonction exponentielle, bing, on écrit c'est la somme, de la dérivée énième en 0, bah, ça fait 1, fois x puissance k sur factoriel k. En fait, on tombe sur le développement limité du cours de l'exponentielle de x. Et donc, en gros, ça permet de calculer certains développements limités du cours, hein, celui de 1 plus x puissance alpha. En fait, la dérivée énième de ça se calcule bien parce que globalement, c'est un monôme avec une translation. Ça se fait bien par récurrence. Le cosinus de x, on pourrait le faire aussi parce que c'est périodique de période 4. Hein, quand je dérive le cosinus x, c'est comme si j'ajoutais pi sur 2. Pareil pour le sin. Donc en gros, Taylor-Young marche surtout avec des fonctions dont la dérivée énième est facilement calculable. À part ça, bah, vous pouvez vous accrocher pour appliquer Taylor-Young à une fonction un peu hardcore. Donc en gros, on n'utilise quasiment jamais ça, quoi. On n'a pas besoin, sauf dans les exercices un peu théoriques. Voilà. Donc pour calculer un DL, si on vous suggère de faire Taylor-Young, c'est probablement un mauvais conseil. En fait, pour calculer un DL, on se sert des DL de référence, des trois techniques qu'on a vues, et puis des multiples, sommes, produits, quotients, composés, et ainsi de suite. Ça marche vachement bien, parfois primitivation. Mais Taylor-Young, c'est rare qu'on fasse ça, quoi. Ça sert surtout à montrer que quelque chose a un DL. Par exemple, une fonction de classe Cn sur R, eh ben, elle a un développement limité à l'ordre n en chaque point de R. Et donc, c'est quand même vachement cool.
Donc je vais démontrer cette alternative-là sur les deux autres exos pour que vous voyez la différence.